Salut les mecs, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live One Piece sur les spoils 1144. Donc voilà, les spoils sont sortis tout à l'heure. On va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Il y a énormément d'informations. Même il y a des informations what the fuck dans le sens où on est complètement surpris. C'est pas des choses auxquelles on s'attendait, à part nous sur la chaîne. Parce que voilà, vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est pas si choquant que ça. Donc let's go. Avant, comme d'habitude, petite auto-promo les gars. N'hésitez pas à rejoindre la team pour la team YouTube. Parce que voilà, ça nous aide énormément dans l'algorithme, le référencement. Bref, vous connaissez les gars. Vous avez aussi accès au Twitter pour avoir justement les spoils qu'on va étudier aujourd'hui vraiment le plus rapidement possible dès qu'ils sortent. Ensuite, le petit Discord qui permet tout simplement d'avoir des informations complémentaires. C'est là-bas où on se réunit et aussi où on réunit toutes les informations qu'on a autour de la chaîne, autour de tout ce qui se passe dans l'univers de One Piece. Donc, n'hésitez pas, il y a même des informations sur le gaming. Bref, les gars, vous connaissez. Et sans ça, je dirais que pour terminer, il y a les souscriptions. Ça permet de financer la chaîne, financer les concepts, financer le matériel, etc., etc. Bref, vous connaissez les gars, donc n'hésitez pas si jamais vous le voulez et si vous le pouvez, évidemment, parce que voilà, c'est des choses qui contribuent énormément au développement de la chaîne. Et encore une fois, merci à tous ceux qui soutiennent, ça fait grave plaisir les gars, merci, vous êtes les boss et je vous oublie pas. Donc let's go, c'est parti pour les spoils 1144 légendaires de One Piece, donc c'est parti les gars. Donc let's go les gars, React au chapitre 1144. Donc voilà, c'est parti. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser tout simplement le chapitre. On va commencer par la React et ensuite analyser le chapitre en détail. Donc let's go, on commence directement avec la mini-aventure. Donc on n'a pas le titre cette semaine. On verra de toute façon ça demain. Normalement, on aura toutes les infos. Donc vous inquiétez pas, c'est pas très gênant. Donc mini-aventure de Yamato. Et du coup, Yamato vient à bout de l'équipage de Who's Who. Ça y est, elle a fini un petit peu de battre tous les ennemis. Et surtout les ennemis qui créaient un petit peu de discorde autour de Wano. Étant donné que voilà, il y avait des femmes qui disparaissaient, des armes qui se faisaient tout simplement voler. Donc là, ça y est, normalement, tout est réglé. Donc on va essayer de comprendre et de voir tout simplement où va se terminer cette mini-aventure. Surtout que, comme je vous l'ai dit, les mini-aventures, c'est entre 30 et 40 pages de couverture de chapitre. Là, on est au 28, donc quasiment à 30. Donc on est à peu près à la fin. Et je pense que voilà, le dénouement va bientôt arriver. Et ça doit avoir un lien avec Ulti et Page One, parce que voilà, ils sont un petit peu liés de par les informations qu'on a eues dans les SBS. Le fait que voilà, Page One, Ulti seraient les fils de Afuda, je crois il s'appelle comme ça. C'est le grand corsaire que Ace a battu, ce qui lui a valu justement d'être considéré comme un ennemi puissant. Et ce Afuda, il avait un lien avec Kaido. Ils étaient un petit peu collègues, j'ai envie de dire. Et je dirais même, peut-être pas amis, mais en tout cas, ils s'entendaient bien. Et Afuda, justement, était à la recherche de ses enfants, alors que Kaido a justement, je pense, trouvé ses enfants une fois qu'il a été capturé. Et du coup, en a pris soin jusqu'à aujourd'hui. Donc peut-être qu'il va y avoir une histoire avec la libération de cet ancien grand corsaire, même si c'est compliqué, on ne sait pas s'il est réellement mort, s'il a juste été capturé, mais normalement, d'après les informations, il est mort, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a des chances que Page One, Ulti et Yamato puissent être un petit peu alliés d'une certaine mesure. En tout cas, Page One et Ulti en doivent une à Yamato, ça c'est une certitude. Donc voilà pour la mini-aventure, on verra de toute façon tout ça en détail quand on aura les images, mais bon, ce qui est sûr, c'est que Oda veut nous diriger vers le dénouement, et là, actuellement, les personnages principaux sont clairement Ulti, Page One et Yamato, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous avez vu un petit peu le genre de théorie qu'on peut faire, mais plus important, je pense, va arriver dans les prochains chapitres. Ok, c'est parti pour la réac, tout simplement. Alors, les géants ont du mal à faire face aux puissants monstres des rêves, évidemment, parce que voilà, les monstres des rêves ont l'air quand même puissants, mais vraiment puissants. Et ça, c'est ouf, parce que ça montre un petit peu que le pouvoir de Gingham est vraiment cheaté, vraiment cheaté. On verra un petit peu comment se forme le pouvoir de Gillingham. Est-ce qu'il est lié au pouvoir de Crackers, dans le sens où potentiellement qui pourrait avoir des choses similaires, comme le fait d'être un peu faible au corps à corps, mais très fort en termes d'invocation, ce qui est très probable. Ça pourrait être un fruit qui est dans la même branche que le fruit de Crackers. À voir, c'est pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après ce qu'on comprend et ce qu'on voit, le fruit de Gillingham est vraiment légendaire. Après, c'est un Zoan mythique, donc c'est assez logique. Mais on verra un petit peu tout ce qu'il est capable de faire. On n'a toujours pas les limites, mais on sait pas encore tout ce qu'il peut faire. Ok, ensuite on passe à Colon,
qui, défiant secrètement son interdiction, s'échappe discrètement avec un petit bateau et amène Jinbei, Brook, Usopp et Nami pour rejoindre le combat. Donc voilà, let's go. Il fuit un petit peu en cachette, on arrive à s'échapper un petit peu de la zone pour justement passer au combat. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, Nami, Jinbei, Brook et Usopp vont être directement en première ligne. Ils vont commencer à se battre contre ces monstres et du coup, on pourra voir un petit peu à quel point ces monstres sont forts. Donc, est-ce qu'un géant, c'est fort, c'est moyen? On a vu un petit peu ce que Ajrudin vaut comparé à Luffy, comme on a vu par exemple à Dressrosa. Donc, potentiellement que les autres géants seraient un peu moins forts. Donc voilà, au niveau du power scaling, tout est respecté. Mais si de simples sbires de rêve que Gillingham peut invoquer, peut battre des géants, ça montre aussi que peut-être que les sbires sont potentiellement plus forts que prévu. On verra de toute façon. Ensuite, Ripley emmène Franky vers un ancien robot géant qui existe depuis plus de 3080 ans. Donc ça, c'est fou les gars, parce que du coup, c'est une théorie validée légendaire, parce que je vous avais dit les gars, à l'époque d'Egghead, que tout simplement, Emmett avait les vêtements d'Elbaf. Et du coup, en fait, le moment où il y avait Joy Boy qui parlait à Emmett pouvait tout simplement se passer à Elbaf, parce que voilà, Elbaf, c'est un petit peu la terre de toutes les terres, un petit peu la terre primordiale, là où tout s'est passé. On a vu que le soleil était mort à Elbaf. On a vu aussi que potentiellement il s'est passé tellement de trucs là-bas. Donc on peut se dire que Elbaf, c'est un petit peu l'endroit où tout s'est passé. Si le soleil est mort là-bas, ça veut dire que la grande guerre s'est passée là-bas. Si justement l'arbre est millénaire, etc., celui qui l'a planté, bah, c'était il y a plusieurs siècles, hein, on peut dire plusieurs millénaires assez facilement. Donc on comprend facilement que Elbaf, c'est vraiment la terre de tous les combats. Surtout qu'on a vu dans la fresque que voilà, il y avait un arbre qui a été attaqué. Beaucoup de personnes ont stipulé que ça pouvait être l'arbre d'Ève, c'est pour ça qu'on voit pas le haut de l'arbre aujourd'hui, hein, le fameux haut de l'arbre qui normalement devrait se trouver en haut à Maréjoie. Mais moi je pense plutôt que c'est bel et bien celui d'Elbaf parce que tout correspond à la terre d'Elbaf. N'oubliez pas que l'Underworld, c'est le fameux monde où vivaient les personnes à l'époque, et encore, il y a des personnes qui vivaient bien plus bas étant donné l'augmentation du niveau de la mer. Il y a aussi le fait que le soleil est mort là-bas, le fait qu'il y a des squelettes millénaires qui peuplent un petit peu l'Underworld. Donc pour moi, je pense que Elbaf, c'est vraiment la terre suprême. En plus, ce qui est assez marrant dans la fresque, c'est qu'il y a un éclair qui a tapé tout simplement l'arbre d'Elbaf. Et comme de par hasard, on dirait que 800 ans ou potentiellement quelques millénaires, et ben, il se passe exactement la même chose puisque Loki fait tomber la foudre sur l'arbre d'Elbaf. Sauf que là, c'est deux choses différentes. Normalement, c'était le bateau qui ressemble un petit peu à l'Arche Maxime qui attaque l'arbre d'Elbaf. Et là, en fait, on se rend compte que c'est Loki. Donc, pour moi, c'est un petit parallèle dans le sens où Loki pourrait être Uranus, le dieu Uranus, et l'arme qui ressemble au bateau des nerfs, lui pourrait être tout simplement la contre-mesure qui permettrait de combattre Uranus. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait un petit peu la guerre ancestrale, ce qui a permis de combattre tout simplement les armes antiques d'égal à égal. Il fallait justement une technologie pour pouvoir les contrer, et de l'autre côté on avait justement des divinités capables de maîtriser les cieux pour Uranus, la terre pour Pluton et les mers pour Poséidon. Donc voilà, pour moi c'est comme ça que je le vois pour l'instant, mais on aura plus d'informations plus tard. En tout cas, pour en revenir aux robots géants, je pense vraiment les gars qu'il y avait une armée de robots géants, vraiment une armée complète qui se battait à l'époque, telles des armes antiques, tu vois, mais plus des armes antiques mécaniques que des armes antiques type divinité. Et tout ça s'est passé il y a plus de 3000 ans, hein. Donc ça explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Donc voilà, pour moi c'est assez incroyable, et on va voir que dans les prochains chapitres, on va sûrement avoir des informations par rapport à tout ça, parce que voilà, Oda a tout simplement créé cette mécanique depuis quand même un moment. Depuis Egghead, ensuite il l'a alimenté, 200 ans il s'est réveillé, le robot d'Egghead, donc Emmett, et là il y a d'autres robots qui commencent à se faire ressentir, donc potentiellement qu'à la fin on pourrait avoir quelque chose de similaire. On sait que là actuellement les robots, il y a les pacifistas du côté du gouvernement, donc potentiellement qu'on pourrait voir des choses similaires du côté inverse, à voir. Alors on continue avec Gunko qui est incroyablement fan de la musique de Brook. Donc ça c'est trop lourd, elle est fan de Soul King. On s'y attendait pas du tout. Du coup je me demande comment va être sa réaction. Est-ce que ça va être un petit peu à la Sanji? Vu que Sanji lui il peut pas taper les femmes, est-ce que Gunko elle ne pourrait pas taper Soul King étant donné le fait qu'elle soit fan de lui? Ça moi je pense réellement que c'est quelque chose de très très probable. Et aussi je pense que potentiellement elle pourrait du coup dévier un petit peu de son rôle de chevalier divin, parce que je pense que ça pardonne pas de pas obéir aux ordre quand t'es chevalier divin. Et si là elle se retrouve
face à Brook. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va vraiment l'attaquer? Est-ce qu'elle va pas l'attaquer? Je sais pas. En tout cas, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a d'un côté notre ami Gillingham qui lui a une écharpe blanche qui pourrait tout simplement faire penser au fait qu'il est potentiellement gentil. On a Gunko qui, elle, est fan de Brook, donc pourrait être gentil, en tout cas se changer en gentil, étant donné que voilà, elle voudra potentiellement pas taper son idole. Et de l'autre côté, on a un Somers qui, lui, par contre, a l'air clairement méchant de A à Z. Donc, à voir comment ça va évoluer, mais j'ai l'impression que ça va pas finir comme on l'attend. Je pense pas que ça va être un combat guerre générale et tout. Je pense plutôt qu'il va se passer plusieurs choses et que ça va tout simplement débouler sur quelque chose de complètement ahurissant, en tout cas pour le début, par rapport à ces personnages-là. Je pense qu'à la fin, Somers va se décider à appeler du renfort. Je vois mal un petit peu Egghead se finir avec ses seuls ennemis, même si Loki rejoignait le gouvernement mondial, ce qu'il va pas faire. Je pense que ça suffirait pas par rapport à toutes les forces armées qu'il y a aux côtés des géants et aux côtés de Luffy. Mugiwara tout simplement. Donc à voir, mais ça c'est intéressant. Ensuite on a Dory et Brogy qui sont totalement ivres, qui montent à bord du Grand Eric, donc leur fameux vaisseau gigantesque, et du coup ils déclenchent leur attaque Okaku et éliminent de nombreux monstres en un seul coup. Donc voilà, Okaku ressemble vraiment à l'attaque de Kaido et Big Mom. Donc voilà, ça doit être une attaque qui vient de la même école. Donc ça c'est assez fou. C'est assez fou parce que les liens entre Elbaf et Wano commencent à vraiment se faire ressentir, et les liens entre Elbaf et les anciens empereurs commencent aussi à se ressentir. Sachant que là dans ce chapitre, on voit clairement que les liens entre Elbaf, le siècle oublié, les robots géants, mais en même temps Joy Boy, etc., commencent à se faire ressentir. Comme quoi, ce que je vous disais au début par rapport au fait que Elbaf pourrait vraiment être le cœur du monde de One Piece, vraiment on dirait que tout s'est passé là-bas, on dirait que le siècle oublié s'est passé là-bas, la Grande Guerre, on dirait carrément que l'ancien royaume se trouvait là-bas, on y trouve des robots, sûrement des poneglyphes, sûrement des informations, on y trouve le savoir du monde, bref, il y a tellement de choses là-bas, et rappelez-vous de ce que je vous avais dit par rapport au fait que Oda classe ces îles et il les fait apparaître dans le manga en fonction de leur importance. Et plus elles sont importantes, plus elles apparaissent loin. Elbaf a été teasé dès le début de l'œuvre. C'est la première île à être teasée avant Wano, et même avant quasiment toutes les îles. Et pourtant, nous on voit quoi? On voit qu'elle a été dévoilée en dernier. Donc je pense que là on arrive vraiment au cœur de toutes les informations qui tournent autour de One Piece et aussi potentiellement du One Piece. Donc voilà, on termine avec Scooper Gaban qui arrive et rejoint les Mugiwara pour la bataille. Donc voilà les gars, c'est encore une théorie validée, je vous l'avais dit les gars, Ripley est professeur, Colon est son fils, donc à quel moment Scooper Gaban va pas prendre part à la bataille étant donné que sa famille tout simplement a été mise en danger. Donc c'était complètement logique et voilà, on est maintenant au moment opportun. Donc pour terminer, déjà il n'y a pas de pause la semaine prochaine, mais je dirais que là ce qui est assez intéressant c'est qu'on va vers quelque chose de plutôt légendaire avec beaucoup de choses grandioses qui ont l'air de se profiler à l'horizon, mais cependant j'ai l'impression vraiment qu'on est au début de quelque chose et pas à la fin, tu vois, parce que c'est vrai que au niveau du rythme on a l'impression qu'Oda va très très vite, mais je pense que s'il va très vite c'est parce que derrière il y a encore énormément de choses à développer. Donc comme je vous disais, les forces alliées sont trop fortes comparées aux pauvres petites forces ennemies qu'on a tout simplement en vue, même si les chevaliers divins on sait pas trop comment les jauger, à quel point ils sont forts, on sait qu'ils sont très forts étant donné ce que Dragon avait dit, mais on n'en est pas du tout sûr, en tout cas pour l'intégralité des chevaliers divins. On sait que Shamrock est surpuissant, potentiellement égal à Shanks, voire plus fort, étant donné qu'il a un fruit du démon, peut-être, on sait pas, mais aussi une arme avec un fruit du démon et aussi ses deux bras, donc voilà, ça fait tellement de choses de plus que Shanks, plus le côté Figarland qui fait de lui quelqu'un de surpuissant, on peut imaginer qu'il est potentiellement plus fort. Donc ça montre un petit peu que lui est très très fort. Par contre les autres chevaliers divins, on n'en sait rien du tout, on connaît pas leur maîtrise en termes de haki des rois, etc. Mais ce qui est lourd, c'est que bientôt, je pense qu'il va y avoir, comme je vous l'ai déjà dit, l'arrivée d'autres chevaliers divins, d'autres forces armées, potentiellement via la marque, potentiellement via des navires, peut-être que c'est la marine qui va apporter ce petit côté puissance supplémentaire. Et n'oubliez pas ce que Shamrock a dit, je veux que Elbaf rejoigne le gouvernement mondial, donc je pense qu'il va tout faire pour, et pour ce faire, il va obligatoirement devoir se friter soit avec Luffy, soit avec Shanks, soit avec les deux, étant donné que Shanks a Elbaf sous sa protection et que Luffy a les géants comme alliés, donc il ne laissera pas Elbaf tomber, tout simplement. Donc vous voyez un petit peu le potentiel que l'arc pourrait nous offrir et je pense que ça pourrait vraiment partir en cacahuète très très vite. Donc voilà, ça c'était
pour la petite réact. Ça fait beaucoup d'informations, mais ultra pertinentes. Donc voilà, là on passe directement à l'analyse. Donc c'est parti. Ok, donc je reviens pas sur la mini-aventure de Yamato, parce que voilà, j'ai donné beaucoup d'informations. Je pense que voilà, on va éviter de trop en donner, mais en tout cas, il y a tellement de potentialités. Mais ce qui est sûr, c'est que Oda prépare quelque chose et je sais pas où il veut nous emmener. À chaque fois qu'il finit une mini-aventure, il y a une espèce de cliffhanger en mode, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer pour eux, tu vois? Que ce soit le CP9 qui, du coup, est réapparu bien plus tard, que ce soit Ener qui a une armée qui est prêt à quitter la Lune, etc., etc. Tout ça s'est passé vraiment dans le but que les personnages soient réutilisés. Donc là, ça va être Yamato et ça va être Pajuan et Ulti. Mais comment ils vont être réutilisés? Et pour être réutilisés, il faut qu'ils quittent l'île. Et s'ils quittent l'île, il faut qu'ils se dirigent quelque part de cohérent. Hein. Et quelque part de cohérent, c'est forcément au bout du nouveau monde, parce que voilà, nous, on est quasiment à la fin. Donc voilà, j'avais dit je reviens pas là-dessus, mais au final, je suis quand même revenu. Donc c'est pas grave. On continue. Donc les géants qui ont du mal à faire face à de simples rêves, enfin de simples monstres, simples cauchemars, ça m'effraie, étant donné que ça montre un petit peu la puissance de Gillingham. Déjà que ses pouvoirs sont cheatés dans le sens où il peut endormir les gens, où il peut vraiment faire de gros dégâts, étant donné portée de son pouvoir, les capacités de ses pouvoirs. Donc on se pose des questions sur ses limites, et là actuellement on a l'impression que les limites quand même sont très faibles. Quand on voit le Drogon qui détruit un bateau d'Elbaf, c'est assez effrayant, parce qu'on se dit ah ouais, si un simple rêve peut faire autant de dégâts, je me dis que au final ça va être compliqué de être sur tous les fronts à Elbaf, parce que là je vois pas comment tout simplement tous les Mugiwara et tout pourraient défendre chaque côté d'Elbaf, tu vois. À voir, mais c'est dangereux étant donné qu'il y a un incendie en même temps, il y a un Loki qui dort mais qui pourrait être très vénère, donc voilà, plein de choses sur lesquelles on se pose des questions. Ensuite, Colon, Usopp, Nami, Jinbei et Brook qui rejoignent tout simplement le champ de bataille. Qui dit rejoindre le champ de bataille dit potentiellement croiser Gunko, croiser Glingham et croiser Sommers. Donc voilà, ça veut dire que potentiellement tout ce qu'on disait par rapport au fait que est-ce que elle va vraiment attaquer Brook, est-ce qu'elle va pas plutôt être paralysée entre guillemets, et ben on se pose des questions, mais Oda s'il a mis cette information c'est pour pouvoir l'utiliser plus tard, et qui dit pouvoir l'utiliser dit potentiellement allié temporaire, allié peut-être définitive, hein, peut-être qu'elle va rester sur Elbaf après, même si comme je l'ai déjà dit, le fait qu'elle ait la marque c'est tendu pour elle, elle peut être invoquée à tout moment à marée joie devant Imsama pour recevoir sa sentence si jamais elle trahit, donc pour elle je pense que ça va être compliqué. En tout cas assez intéressant de voir qu'Oda met ce genre de petite mécanique qui me fait vraiment penser à Fanlater, et qui du coup rajoute vraiment énormément de tension d'un côté, mais aussi d'intérêt au personnage de Gunko et même à la confrontation Brook-Gunko. Donc à voir, tu vois, c'est des petits détails qui sont vraiment sympathiques. Donc voilà, ensuite on a Ripley qui emmène Franky vers un ancien robot géant qui existe depuis plus de 3080 ans. Donc là c'est hyper intéressant les gars, pourquoi? Parce que c'est tout ce que je vous disais par rapport déjà au type de narration utilisé. Donc là il y a vraiment plusieurs cheminements narratifs, que ce soit celui de Ripley et Franky, voilà, qui sont là en train de se promener sur l'île et du coup donner au lecteur toutes les informations qu'il y a sur l'île, déjà des informations antiques, c'est des informations qui sont, on va dire, publiques et que tout le monde peut y accéder, alors que à Egghead c'était complètement différent, c'était plus compliqué, malgré le fait que voilà, il y a que les gens d'Elbaf qui peuvent y accéder. Ensuite, on a la narration autour de Gunko et les Chevaliers Divins, mais aussi autour de Nami, Usopp, etc., qui commencent à se rejoindre en un point. On a la narration qui est autour de Loki, Luffy, Zoro, Sanji et du coup l'équipage d'Ash'Rudin, et aussi la dernière narration, c'est celle de Robin, de l'école, etc. Donc voilà, on a plutôt 4 types de déroulements narratifs qui sont en train de se faire et qui justement vont apporter des éléments qui vont être concrets à la fin. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça dans sa globalité, parce que forcément Oda à un moment donné il va relier toutes ces choses en un seul point. Donc si on réfléchit bien, on peut se douter que Loki avec tout le monde, hein, Luffy et l'équipage d'Ash'Rudin, eux vont plutôt essayer de se rapprocher du village, étant donné qu'il faut soigner Loki, même s'il y a moyen qu'il reste en bas coincé, parce que voilà, s'il découvre que Loki a été libéré, c'est la fin tout simplement pour l'équipage, hein, il pourrait être carrément exécuté. Je parle pour l'équipage d'Ash'Rudin, Luffy serait pas exécuté, mais l'exil ou même chassé pourrait être très probable. En tout cas, devenir ennemi des géants, c'est pas une chose qu'on peut oublier et mettre de côté. Ensuite, pour ce qui est de l'école avec Robin, Chopper et le village avec Nami et tous les autres, je pense que ça va être très prochainement un seul et même chemin narratif, étant donné que pour moi tout le monde vont se réunir au même endroit, et je pense que voilà, grâce à certaines personnes comme par exemple Usopp qui pourrait avoir un superbe déroulement, et ben je pense que lui il pourrait potentiellement repérer au loin tout simplement les chevaliers divins et commencerait les hostilités à partir de ce moment-là, même si ça va être compliqué, surtout que en plus de ça il y a Gaban qui va rejoindre le coin de Gunko, tout ça là, je pense que ça va vraiment être hardcore. Cependant je vois très très mal tout simplement les chevaliers divins réussir à battre tout ce monde là
Oda, même s'il n'y a pas Luffy, Zoro, Sanji, le fait qu'il y ait Gaban et tous les autres, déjà, ça montre un petit peu que là, ils vont quand même galérer. Et puis, si Sanji, Luffy commencent à ressentir un acquis puissant, je pense qu'ils vont pas rester en bas sans rien faire. Et comme je vous l'ai dit, si jamais ils se rapprochent, bah voilà, la narration veut que tout le monde va commencer à se rapprocher du champ de bataille. Il manquera plus que Franky et Ripley qui, eux, plutôt vont arriver petit à petit. J'ai l'impression qu'ils font le tour de l'arbre. Là, ils ont commencé avec la fresque, après ils vont arriver vers les branches cassées. Là, ils voient le robot et après ils vont faire tout le tour et ils vont arriver de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc voilà au niveau du développement narratif. Pour revenir juste vite fait aux robots, et comme je vous ai dit, pour moi, à l'époque, clairement, les robots devaient être des armes, vraiment une armée, j'ai envie de dire, de robots qui, tout simplement, étaient là pour se battre à la place des autres. Hein. Je dirais que c'est un petit peu le premier rempart, c'est, on va dire, les pacifistas, mais antiques, et eux servaient tout simplement de première ligne, tu vois, première défense. Et de par leur taille, de par leurs origines, j'ai l'impression que, voilà, c'était des monstres titanesques en termes de puissance, mais pas que. Donc juste déjà, quand on voit Emmett, c'est ouf, mais là, quand on voit que potentiellement, il pourrait en avoir plusieurs, et quand je dis plusieurs, c'est énormément, je pense que le siècle oublié va être, je pense, la plus grande des guerres, potentiellement plus grande que la vraie grande guerre de la fin du manga. C'est quelque chose qui est probable. Je crois que Oda nous avait teasé quelque chose comme ça, comme quoi les choses les plus importantes de One Piece se dérouleront peut-être pas dans le présent, mais plutôt dans le passé. Voilà, c'est ce que Oda a dit entre guillemets. Donc assez choqué de ce qui pourrait arriver. Ensuite, on a Gunko qui est incroyablement fan de la musique de Brook, donc ça on va pas revenir dessus, mais c'est assez intéressant. Trop hâte de voir un petit peu où Oda veut nous emmener. Et évidemment, tout le reste du champ de bataille qui commence à se faire. Donc on a Dory et Brogy avec leur attaque de Okaku. Et aussi Scooper Gaban qui rejoint tout simplement le front. Donc là c'est trop bien parce que comme je l'ai dit, grosse bataille en perspective, mais les chevaliers divins clairement je trouve qu'ils ne feront pas le poids. Et je pense que si Oda a mis Sanji, Zoro et Luffy en bas avec Loki, c'était soit pour combattre Loki, mais vu qu'on a vu que Loki était déjà à moitié mort et qu'il allait pas combattre, je pense que c'est plutôt parce qu'il voulait pas qu'il soit en haut, parce que sinon ça irait trop vite avec les chevaliers divins. Surtout que pour moi Somers et Sanji ils vont se combattre, mais pas tout de suite. Ou sinon Gaban et Somers d'abord, et après peut-être que Sanji pourrait prendre le relais et finir le combat. Hein. Peut-être que Gaban est très fort en termes de puissance, mais peut-être aussi qu'il est fatigué et vieux et que l'endurance va lui faire défaut. Ça c'est quelque chose de très probable. Donc à voir les gars, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce chapitre nous réserve vraiment des pures folies. Trop hâte. Donc voilà, en tout cas c'est fini pour cette petite analyse et ce petit récap de chapitre, réact en même temps. Nous on se revoit tout simplement demain pour les spoils complets. Et sinon, par rapport à la chaîne, voilà, comme j'ai l'habitude de dire les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch, sur Discord. Voilà, vous avez tous les liens, je vous mettrai tout comme d'habitude dans la description. Et sinon, voilà, je pense avoir fait le tour. Et je finirai par tout simplement vive les jeux vidéo, vive One Piece.